Les fiancés jouent à chat perché. Quitter à grand fracas une assemblée politique pour marquer un désaccord n'empêcha jamais le protestataire de dîner ensuite à la même table que ses adversaires. En dépit de son éclat du matin, le duc de Bourgogne, dûment prié, accepta de paraître au banquet de famille que le comte de Poitiers offrait ce même jour au manoir de Vincennes. Or, la famille de France, cousinage et dignitaires compris, groupait plus d'une centaine de personnes, qui se transportèrent donc à Vincennes et s'assirent, entre hautes et basses vêprées, c'est-à-dire vers 5 heures de l'après-midi, autour de longues tables à tréteaux couvertes de nappes blanches. La présence du duc de Bourgogne rendait plus marquante l'absence de Robert d'Artois. « Mon fils est tombé faible en sortant du palais, tant les choses qu'il avait entendues lui avaient donné tourment, dit madame Blanche de Bretagne. »« Tombé faible, vraiment, répondit Philippe de Poitiers. J'espère qu'il ne s'est pas blessé en chéant de si haut. » Nul ne s'étonna en revanche de ne pas apercevoir le comte de Clermont, reconduit en hâte à sa demeure aussitôt l'hommage rendu. On félicita Louis de Bourbon de la belle impression qu'avait produite son père, en déplorant que la maladie de celui-ci, noble maladie d'ailleurs puisqu'elle provenait d'un accident d'armes, ne lui permit pas une participation plus fréquente aux affaires du royaume. Le repas s'ouvrit dans une relative bonne humeur. Le connétable et le duc de Bourgogne avaient été placés à telle distance que le feu entre eux ne put reprendre. Valois pérorait pour son compte. Le plus étonnant en ce dîner était le nombre des enfants, car Eudes de Bourgogne, ayant posé comme condition à sa venue que la petite Jeanne de Navarre serait présente, en réparation de l'outrage à elle fait pendant l'assemblée, le comte de Poitiers avait tenu à amener ses 3 filles, et donc le comte de Valois, ses plus jeunes rejetons, et le comte d'Évreux, son fils et sa fille, qui en étaient encore à jouer aux marionnettes, et le dauphin de Viennois, son dauphinier, Guigues, fiancé de la 3e fille du régent, et Louis de Bourbon, ses enfants en âge de marcher. On ne parvenait pas à s'y retrouver dans les prénoms. Les Blanches et les Isabelle, les Charles et les Philippe foisonnaient. Lorsque quelqu'un appelait Jeanne, 6 têtes se tournaient à la fois. Tous ces cousins étaient destinés à se marier entre eux, pour servir les combinaisons politiques de leurs parents, qui avaient été eux aussi mariés de la même façon, dans la plus étroite consanguinité. Que de dispenses il faudrait demander au pape pour faire passer les intérêts territoriaux avant les décrets de la religion. Et que d'autres boiteux, que d'autres déments en perspective. La seule différence entre la descendance d'Adam et celle de Capet était qu'en la seconde on évitait encore de se reproduire entre frères et sœurs. Le dauphinier et sa fiancée, la petite Isabelle de Poitiers, qu'on n'appellerait bientôt plus qu'Isabelle de France, offraient le spectacle de la plus touchante entente. Ils mangeaient au même plat. Le dauphinier choisissait pour sa future épouse les meilleurs morceaux de ragoût d'anguille, en fouillant avec application dans la sauce, et les lui mettait de force dans la bouche, lui barbouillant tout le visage. Les autres bambins les enviaient beaucoup d'avoir déjà une situation de couple. On allait leur constituer à l'intérieur de la maison du régent leur petit hôtel personnel, avec leurs valets à cheval, leurs valets à pied, leurs femmes de chambre. Jeanne de Navarre, elle, ne mangeait rien. Sa présence à ce festin avait été imposée, et comme les enfants sont vifs à deviner les sentiments de leurs parents et à en exagérer les démonstrations, tout le cousinage de cette malheureuse orpheline se détournait d'elle. Jeanne était parmi les plus petits, elle n'avait que 5 ans. À la seule différence qu'elle était blonde, elle commençait à montrer de nombreux traits de ressemblance, front bombé, pommettes hautes, avec sa mère. Enfant solitaire qui ne savait pas jouer et vivait entre les domestiques dans les immenses salles vides de l'hôtel de Nesle, elle n'avait jamais vu tant de monde assemblé, ni entendu pareille rumeur de voix et de vaisselle, et elle regardait avec un mélange d'admiration et d'effroi cette débauche de victuailles sans arrêt déversée sur les tables crénelées de forts mangeurs. Elle sentait bien qu'on ne l'aimait pas. Lorsqu'elle posait une question, nul ne lui répondait. Si jeune qu'elle fût, elle avait l'esprit assez développé déjà pour penser « Mon père était roi, ma mère était reine, ils sont morts et plus personne ne me parle. » Elle ne devait jamais oublier le dîner de Vincennes. À mesure que le ton des voix montait, que les rires se répondaient, la tristesse de la petite Jeanne, sa détresse dans ce banquet de géants devenait plus pesante. Louis d'Évreux, qui de loin la vit prête à pleurer, lança à son fils « Philippe, veille un peu à ta cousine Jeanne. » Le petit Philippe voulut alors imiter le dauphinier et poussa entre les lèvres de sa voisine un morceau d'esturgeon à la sauce d'orange qu'elle cracha dédaigneusement sur la nappe. Comme les échansons s'employaient à remplir sans cesse les hanapes,
Il fut bientôt évident que cette marmaille habillée de brocart allait être malade, et dès avant le 6e service, on l'envoya jouer dans les cours. Il advint donc à ces enfants de roi ce qui arrive à tous les enfants du monde lors des repas de fête. Ils furent privés de leurs mets préférés, sucreries, pièces montées et desserts. Aussitôt le festin terminé, Philippe de Poitiers prit le duc de Bourgogne par le bras et lui dit qu'il souhaitait l'entretenir en particulier. « Allons prendre les dragées un peu à l'écart, mon cousin. Venez donc avec nous, mon oncle, » ajouta-t-il en se tournant vers Louis d'Évreux. Et il appela aussi Guillaume de Mello, conseiller du duc, afin que les parties fussent à égalité. Il entraîna les 3 hommes dans une petite salle attenante où, tandis qu'on passait le vin sucré et les épices de chanvre, il commença d'expliquer combien il désirait parvenir à un accommodement et quels étaient les avantages du règlement de régence. « C'est parce que je sais qu'à présent les têtes sont fort montées, dit-il, que j'ai voulu repousser les décisions finales jusqu'à la majorité de Jeanne. D'ici là, 10 ans seront passés, et vous savez comme moi qu'en 10 années, les opinions changent assez, ne serait-ce que parce que ceux qui professaient les plus violentes peuvent venir à mourir. Je pensais donc, mon cousin, vous servir en agissant de la sorte, et je crois que vous avez mal compris mon dessein. Puisque Valois et vous ne vous pouvez pour leur accorder ensemble, accordez-vous chacun avec moi. » Le duc de Bourgogne demeurait renfrogné. Il n'était pas un homme intelligent. Il craignait toujours qu'on ne le voulût tromper, ce qui ne lui évitait pas de l'être fréquemment. La duchesse Agnès, que l'amour maternel n'aveuglait pas, l'avait avant le départ solidement sermonné. « Prends garde à ne point te faire berner, ne parle pas avant d'avoir pensé, et si tu ne penses rien, tais-toi pour laisser parler messire de Mello, qui a l'esprit plus fin que tu ne l'as. » Eudes de Bourgogne, à 22 ans, et investi des titres et fonctions de duc, vivait encore dans la terreur de sa mère, et tremblait d'avoir à se justifier devant elle. Il n'osa répondre de front aux ouvertures de Philippe. « Ma mère vous a fait tenir une lettre, mon cousin, par laquelle elle vous disait... » « Que disait cette lettre, messire de Mello ?»« Madame Agnès demandait que madame Jeanne de Navarre fût remise à sa garde, et elle s'étonne, monseigneur, que vous ne lui ayez point encore fait réponse. »« Mais comment le pouvais-je, mon cousin ?» répondit Philippe, s'adressant toujours à Eudes, comme si Mello n'avait joué entre eux que le rôle d'interprète d'une langue étrangère. « C'est une décision qui relève de la régence. Me voici aujourd'hui seulement en mesure de faire droit à cette requête, qui vous prouve, mon cousin, que je songe à refuser. Vous emmènerez, je pense, votre nièce avec vous. » Le duc, tout surpris de trouver si peu de résistance, regarda Mello, et son visage semblait dire « Mais voici un homme avec lequel on peut s'entendre. » « À condition, mon cousin, reprit le comte de Poitiers, à condition, bien sûr, que votre nièce ne soit pas mariée sans mon consentement. C'est la chose évidente. L'affaire intéresse trop la couronne, et vous ne pourriez vous passer de notre avis pour donner époux à une fille qui peut devenir un jour reine de France. » La seconde partie de la phrase fit passer la première. Eudes crut vraiment qu'il était dans l'esprit de Philippe de faire couronner Jeanne, si la reine Clémence n'accouchait pas d'un fils. « Certes, certes, mon cousin, dit-il, sur ce point nous sommes bien dans l'agrément. »« Alors rien ne nous divise plus, et nous allons signer un bon accord, » dit Philippe. Sans attendre, il fit mander Mills de Noyer, qui avait la meilleure plume pour rédiger ce genre de traité. « Veuillez, messire, lui dit-il, nous coucher ceci sur Velin. Nous, Philippe, père et comte de Poitiers, régent des 2 royaumes par la grâce de Dieu, et notre bien-aimé cousin, magnifique et puissant seigneur Eudes IV, père et duc de Bourgogne, nous jurons sur les saintes écritures de nous rendre bon service et loyale amitié. » C'est l'idée, messire de Noyer, qu'en gros je vous exprime là. « Et par cette amitié que nous nous jurons, avons en commun décidé que madame Jeanne de Navarre... » Guillaume de Mello tira le duc par la manche et lui dit un mot à l'oreille, à quoi le duc comprit qu'il était en train de se laisser jouer. « Ah, mais mon cousin, s'écria-t-il, ma mère ne m'avait point autorisé à vous reconnaître pour régent. » On fut bientôt dans l'impasse. Philippe ne consentait à se dessaisir de l'enfant que si le duc avalisait le règlement de régence. Il offrit diverses garanties, mais l'autre s'obstinait, c'était sur les droits à la couronne qu'il exigeait un engagement formel. S'il n'y avait point ce Mello qui est rusé, pensait le comte de Poitiers, Eudes aurait déjà capitulé. Il feignit la fatigue, étendit ses longues jambes, croisa les pieds l'un sur l'autre, se frotta le menton.
Louis d'Évreux observait et se demandait comment son neveu pourrait se tirer d'affaire. « Je vois bientôt des lances s'agiter du côté de Dijon », se disait cet homme sage. Il était sur le point d'intervenir pour conseiller « Allons, cédons sur les droits de la couronne », lorsque Philippe demanda soudain au Bourguignon « Voyons, mon cousin, n'avez-vous pas désir de vous marier ?» L'autre ouvrit des yeux ronds, croyant d'abord, car il n'était pas vif, que Philippe envisageait de le fiancer à Jeanne de Navarre. « Puisque nous venons de nous jurer éternelle amitié, reprit Philippe, comme s'il tenait pour acquises les quelques lignes restées inachevées, et que par là, mon cher cousin, vous me donnez grand appui, je voudrais vous faire à mon tour belle manière, et j'aurai plaisir à doubler notre lien d'affection par plus étroite parenté. Que ne prendriez-vous en mariage ma fille aînée, Jeanne ?» Eudes IV regarda Melot, puis Louis d'Évreux, puis Mills de Noyer qui attendait, le calame levé. « Mais, mon cousin, quel âge a-t-elle » demanda-t-il. « Elle a 8 ans, mon cousin, » répondit Philippe qui prit un temps, puis ajouta « Elle peut avoir aussi la comté de Bourgogne qui nous vient de sa mère. » Eudes releva la tête comme un cheval qui sent l'avoine. La réunion des deux Bourgognes, le duché et la comté, les ducs héréditaires ne cessaient d'en rêver depuis le temps de Robert Ier, petit-fils de Hugues Capet. Joindre la cour de Dole à celle de Dijon. Unir les territoires qui allaient d'Auxerre à Pontarlier et de Mâcon à Besançon. Avoir une main en France et l'autre vers le Saint-Empire. Puisque la comté était palatine, ce mirage devenait-il soudain réalité? La route de l'Empire s'ouvrait, et ses vieux prestiges carolingiens. Louis d'Évreux ne put s'empêcher d'admirer l'audace de son neveu. Dans un jeu qui semblait perdu, c'était grosse relance qu'il faisait là. Mais à y regarder de plus près, le raisonnement de Philippe se concevait sans peine. Il ne proposait finalement que les terres de Mahau. On avait donné à celle-ci l'Artois aux dépens de Robert pour qu'elle lâchât la comté. On avait fait glisser à Philippe par la dot de sa femme la comté pour qu'il pût postuler à l'élection impériale. Maintenant, Philippe guignait la couronne de France, ou tout au moins la régence pour 10 ans à courir. La comté avait donc moins de raisons de l'intéresser, à condition qu'elle n'allât qu'à un vassal, ce qui était le cas. « Pourrais-je voir madame votre fille ?» demanda Eudes aussitôt sans plus songer d'en référer à sa mère. « Vous l'avez vue tout à l'heure, mon cousin, au repas. »« Certes, mais je l'avais mal regardée, je veux dire, je ne l'avais point considérée de cet œil. » On envoya chercher la fille aînée du comte de Poitiers qui était occupée à jouer à chat perché avec les autres enfants. « Que me veut-on ? Qu'on me laisse à rire, dit la petite fille, qui poursuivait le dauphinet du côté des écuries. « Monseigneur votre père vous requiert, lui dit-on. » Elle prit le temps d'attraper le petit Guigue, de lui crier « Chat !» en le frappant dans le dos, et puis suivit boudeuse, mécontente, le chambellan qui la prit par la main. Encore tout essoufflée, les joues moites, les cheveux sur le visage et sa robe brochée couverte de poussière, elle se présenta ainsi à son cousin Eudes, qui avait 14 ans de plus qu'elle. Une petite fille ni laide ni jolie, encore maigriotte, et qui ne se doutait nullement que son destin se confondait en cet instant avec celui de la France. Il est des enfants qui donnent tôt à deviner la mine qu'ils auront adultes. Sur celle-ci, on ne distinguait rien. On ne voyait que la comté de Bourgogne, en auréole. Une province est belle chose, encore faut-il que la femme ne soit pas difforme. Si elle a les jambes droites, j'accepte, se dit le duc. Il était bien placé pour se défier de cette sorte de surprise, puisque sa seconde sœur, la cadette de Marguerite qu'on avait mariée à Philippe de Valois, n'avait pas les talons à la même hauteur. Dans l'animosité présente des Valois envers la Bourgogne, cette boiterie-là, qui n'apparaissait pas au contrat, entrait pour quelque chose. Le duc demanda donc, sans que cela parût surprendre personne, qu'on voulût bien relever les jupes de l'enfant pour juger de la façon dont ses pieds étaient faits. La petite n'avait pas la cuisse ni le mollet gras, elle tenait de son père, mais l'os était bien droit. « Vous avez raison, mon cousin, dit le duc. Ce serait là bonne façon de sceller notre amitié. »« Vous voyez bien, dit Poitiers. Ne vaut-il pas mieux cela que de se quereller ? Je veux désormais vous appeler beau-fils. » Il lui ouvrit les bras. Le gendre avait à 30 mois près l'âge de son beau-père. « Allez, ma fille, allez à votre tour baiser votre fiancé, dit Philippe à l'enfant. « Ah,
« Il est mon fiancé ?» dit la petite. Elle se redressa d'un air orgueilleux. « Eh, mais, ajouta-t-elle, il est plus grand que le Dauphiné ?» Comme j'ai bien agi le mois dernier, pensait Philippe, en ne donnant au dauphin que ma troisième fille, et en gardant celle-ci qui pouvait disposer de la comté. Le duc de Bourgogne dut soulever sa future épouse jusqu'à ses joues afin qu'elle y posât un gros baiser mouillé. Puis, dès qu'elle eut retouché terre, elle partit vers la cour pour annoncer fièrement aux autres enfants « Je suis fiancée !» Les jeux s'interrompirent. « Et pas un petit fiancé comme le tien !» dit-elle à sa sœur en désignant le Dauphiné. « Le mien est grand comme notre père !» Puis, apercevant la petite Jeanne de Navarre qui boudait un peu à l'écart, elle lui lança « Maintenant je vais être ta tante !»« Pourquoi ma tante ?» demanda l'orpheline. « Parce que je serai la femme de ton oncle Eudes. » Une des dernières filles du comte de Valois, déjà dressée à tout répéter, se précipita dans le château, trouva son père, qui complotait en compagnie de Blanche de Bretagne et de quelques seigneurs de son parti, et lui répéta ce qu'elle venait d'entendre. Charles se leva, rejetant son siège derrière lui, et fonça tête en avant vers la pièce où se tenait le régent. « Ah, mon cher oncle, vous êtes bienvenu !» s'écria Philippe de Poitiers. « J'allais justement vous faire mander pour être témoin de notre accord. » Et il lui tendit l'acte dont Mills de Noyer venait de terminer ainsi la rédaction. « Pour signer ici, avec tous nos parents, les conventions que nous venons de faire avec notre bon cousin de Bourgogne, et par lesquelles nous nous accordons sur le tout. » Amère semaine pour l'ex-empereur de Constantinople, qui n'eut qu'à s'exécuter. À sa suite, Louis d'Évreux, Mao d'Artois, le dauphin de Viennois, Amédée de Savoie, Charles de la Marche, Louis de Bourbon, Blanche de Bretagne, Guy de Saint-Paul, Henri de Sully, Guillaume d'Harcourt, Anceau de Joinville et le connétable Gaucher de Châtillon apposèrent leur sein au bas des conventions. Le tardif crépuscule de juillet tombait sur Vincennes. La terre et les arbres restaient imprégnés de la chaleur de la journée. La plupart des hôtes étaient partis. Le régent alla faire quelques pas sous les chênes en compagnie de ses familiers les plus dévoués, ceux qui le suivaient depuis Lyon et avaient assuré son triomphe. Il plaisantait un peu sur l'arbre de Saint-Louis qu'on ne parvenait pas à retrouver. Soudain, le régent dit « Mes seigneurs, j'ai douce joie au cœur. Ma bonne épouse, ce jour, a mis au monde un fils. » Il respira profondément, avec bonheur, avec délice, et comme si l'air du royaume de France lui avait vraiment appartenu. Il s'assit sur la mousse. Le dos appuyé à un tronc, il contemplait la découpure des feuilles dans le ciel encore rose, lorsque le connétable de Châtillon arriva à grands pas. « Je viens vous porter une mauvaise nouvelle, dit-il. »« Déjà, fit le régent. Votre cousin Robert s'étant parti tout à l'heure pour l'Artois. » Deuxième partie, l'Artois et le conclave. L'arrivée du comte Robert. Une douzaine de cavaliers venant de Doullens et conduits par un géant en cotte d'armes rouges traversèrent au galop le village de Bouquemaison et puis s'arrêtèrent à 100 toises de là. La vue depuis cet endroit découvrait un vaste plateau de terre à blé coupé de vallonnements, de hêtraies et qui descendait par paliers vers un horizon de forêt. « Ici commence l'Artois, monseigneur, » dit l'un des cavaliers, le sergent de Varennes, en s'adressant au chef de la troupe. « Mon comté, voici enfin mon comté, » dit le géant. « Voici ma bonne terre, que depuis 14 ans je n'ai pas foulée. » Le silence de midi s'étendait sur les champs écrasés de soleil. On n'entendait que la respiration des chevaux soufflant après l'effort et le vol des bourdons ivres de chaleur. Robert d'Artois sauta brusquement à bas de sa monture, dont il lança la bride à son valet Lormet, grimpa le talus en écrasant les herbes et entra dans le premier champ. Ses compagnons restèrent immobiles, respectant la solitude de sa joie. Robert avançait de son pas de colosse à travers les épis, déjà lourds et dorés, qui lui montaient aux cuisses.
De la main, il les caressait comme la robe d'un cheval docile ou les cheveux d'une maîtresse blonde. « Ma terre, mon blé !» répétait-il. On le vit soudain s'abattre dans le champ, s'y étendre, s'y vautrer, s'y rouler follement parmi les graminées comme s'il voulait s'y confondre. Il mordait les épis à pleines dents pour trouver au cœur du grain cette saveur laiteuse qu'il a un mois avant la moisson. Il ne sentait même pas qu'il s'écorchait les lèvres aux barbes du froment. Il s'enivrait de ciel bleu, de terre sèche et de parfums des tiges crissantes, faisant autant de ravages à lui seul qu'une compagnie de sangliers. Il se releva, superbe et tout froissé, et revint vers ses compagnons le poing serré sur une glane brutalement arrachée. « Lormet !» commanda-t-il à son valet. « Dégrafe ma cotte, délace ma broigne !» Quand ce fut fait, il glissa la poignée de blé sous sa chemise, à même la peau. « Je jure Dieu, mes seigneurs !» dit-il d'une voix éclatante, « que ces épis ne quitteront point ma poitrine, que je n'ai reconquis mon comté jusqu'au dernier champ. En guerre, maintenant !» Il remonta en selle et lança son cheval au galop. « N'est-ce pas, Lormet ?» cria-t-il dans le vent de la course, « que la terre ici a meilleur son sous le sabot de nos chevaux ?»« Certes, monseigneur, certes !» répondait le tueur au cœur tendre qui partageait en tout les opinions de son maître. « Mais vous avez votre cotte flottante, ralentissez un peu que je vous réajuste. » Ils chevauchèrent un moment ainsi, puis le plateau s'abaissa brusquement, et là Robert découvrit, scintillante sous le soleil, dans une vaste prairie, une armée de 1800 cuirasses venus l'accueillir. Il n'aurait jamais cru trouver ses partisans si nombreux au rendez-vous. « Eh, mais Varenne, c'est un beau travail que tu as fait là, mon compère !» s'écria Robert ébloui. Dès que les chevaliers d'Artois l'eurent reconnu, une immense clameur s'éleva dans leurs rangs. « Bienvenue à notre comte Robert! Longue vie à notre gentil seigneur !» Et les plus empressés lancèrent leurs chevaux vers lui. Les grenouillères de fer se heurtaient, les lances oscillaient comme une autre moisson. « Ah, voici Caumont, voici Soistre, je vous reconnais à vos écus, mes compagnons, » disait Robert. Par l'aventail levé de leurs casques, les cavaliers montraient des visages ruisselants de sueur, mais que l'allégresse belliqueuse épanouissait. Beaucoup, petits sires de campagne, portaient de vieilles armures démodées, héritées d'un père ou d'un grand-oncle, et qu'ils avaient fait ajuster tant bien que mal à leur mesure. Ceux-là, avant le soir, se blesseraient aux jointures, et leur corps serait couvert de croûtes saignantes. Tous, d'ailleurs, avaient dans le bagage de leurs valets d'armes un pot d'onguents et de bandes de toile pour se panser. Au regard de Robert s'offraient tous les échantillons de la mode militaire depuis un siècle, toutes les formes de aumes et de cervelières. Certains de ces haubers et de ces grosses épées dataient de la dernière croisade. Des élégantes provinces s'étaient empanachées de plumes de coq, de faisan ou de paon. D'autres avaient la tête surmontée d'un dragon doré, et l'un même s'était plu à visser sur son aume un buste de femme nue qui le faisait beaucoup remarquer. Tous avaient repeint de frais leurs courts écus où éclataient en couleurs criardes leurs signes d'armoirie, simples ou compliqués selon leur degré d'ancienneté de noblesse, les marques les plus simples appartenant forcément aux plus vieilles familles. « Voici Saint-Venant, voici Longvilliers, voici Nédonchel, » disait Jean de Varenne, présentant les chevaliers à Robert. « Votre féal, monseigneur, votre féal, » disait chacun à l'appel de son nom. « Féal, Nédonchel, féal, Baillancourt, féal, Piquigny, » répondait Robert en passant devant eux. À quelques genoux redressés et tout fiers d'être harnachés en guerre pour la première fois, Robert promit de les armer chevaliers lui-même s'ils se montraient vaillants dans les prochains engagements. Puis il décida de nommer sur le champ 2 maréchaux, comme dans l'ost royal. Il choisit d'abord le sire de Haut-Pontlieu, qui avait travaillé fort activement à rassembler cette noblesse tapageuse. « Et puis je vais prendre, voyons, toi, Beauval, » annonça Robert. « Le régent a un Beaumont pour maréchal, moi j'aurai un Beauval. » Les petits seigneurs friands de jeux de mots et de calembours acclamèrent en riant Jean de Beauval, qui fut ainsi désigné à cause de son nom. « À présent, monseigneur Robert, » dit Jean de Varenne, « quelle route voulez-vous prendre? Nous rendrons-nous d'abord à Saint-Paul ou bien droit à Arras? L'Artois est tout à vous, vous n'avez qu'à choisir. Quelle route mène à Hesdin? Celle où vous êtes, monseigneur, qui passe par Frévent. Eh bien, je veux aller tout d'abord au château de mes pères. » Un mouvement d'inquiétude se dessina parmi les chevaliers. C'était bien la malchance que Robert d'Artois, dès son arrivée,
voulut aussitôt courir à Hesdin. Le sire de Soistre, celui qui portait une femme nue sur la tête, et qui s'était beaucoup signalé dans les tumultes de l'automne passé, dit « Je crains, monseigneur, que le château ne soit pas bien en état de vous accueillir. »« Et quoi ? Il est toujours occupé par le sire de Brosse, qui avait placé mon cousin Hutin. »« Non, nous en avons fait fuir Jean de Brosse, mais nous avons aussi un peu ravagé le château au passage. »« Ravagé ?» dit Robert. « Vous ne l'avez pas brûlé ?»« Non, monseigneur, non, les murs en sont fermes. »« Mais vous l'avez un peu pillé, pas vrai, mes gentillets. Oh, si ça n'est que cela, vous avez bien fait. Tout ce qui est à Mao la gueuse, Mao la truie, Mao la catin est à vous, mes seigneurs, et je vous en fais partage. » Comment ne pas aimer un suzerain si généreux? Les alliés hurlèrent à nouveau qu'ils souhaitaient longue vie à leur gentil Contre-Robert, et l'armée de la révolte se mit en route vers Hesdin. On arriva en fin d'après-midi devant les 14 tours de la ville forte des comtes d'Artois, où le château à lui seul occupait une superficie de 12 mesures, soit près de 5 hectares. Que d'impôts, de peine et de sueur avait coûté aux petites gens d'alentour ce fabuleux édifice destiné, leur avait-on dit, à les protéger des malheurs de la guerre. Or, les guerres se succédaient, mais la protection se montrait peu efficace. Et comme on se battait essentiellement pour la possession du château, la population préférait se terrer dans les maisons de Torchy en priant Dieu que l'avalanche passât à côté. Il n'y avait guère de monde dans les rues à faire fête au seigneur Robert. Les habitants, assez éprouvés par le sac de la veille, se cachaient. Les abords du château n'offraient rien de plus gai. La garnison royale, pendue au créneau, commençait de fleurer un peu la charogne. À la grand-porte, dite porte des Poulets, le pont-levis était abaissé. L'intérieur livrait un spectacle de désolation. Des celliers s'écoulait le vin des cuves éventrées. Des volailles mortes gisaient un peu partout. On entendait des étables monter le meuglement sinistre des vaches pâtrettes, et sur les briques qui pavaient, luxe rare, les cours intérieures, l'histoire du récent massacre s'inscrivait en larges flaques de sang séché. Les bâtiments d'habitation de la famille d'Artois comptaient 50 appartements. Aucun n'avait été épargné par les bons alliés de Robert. Tout ce qui ne pouvait être enlevé pour décorer les manoirs du voisinage avait été détruit sur place. Disparu de la chapelle, la grande croix en vermeil, ainsi que le buste de Louis IX contenant un fragment d'os et quelques cheveux du roi saint. Disparu le grand calice d'or que s'était approprié Ferry de Piquigny et qu'on devait retrouver en vente un peu plus tard chez un boutiquier parisien. Envolés les 12 volumes de la bibliothèque, escamotés l'échiquier de jaspe et de calcédoine. Avec les robes, les peignoirs, le linge de Mao, les petits seigneurs s'étaient fournis de beaux cadeaux pour leurs dames d'amour. Des cuisines même, on avait déménagé les réserves de poivre, de gingembre, de safran et de cannelle. On marchait sur la vaisselle brisée, les brocarts déchirés. On ne voyait que courtines de lit écroulées, meubles fendus, tapisseries arrachées. Les chefs de la révolte, un peu penauds, suivaient Robert dans sa visite. Mais à chaque découverte, le géant éclatait d'un rire si large, si sincère, qu'ils se sentirent bientôt ragaillardis. Dans la salle des écus, Mao avait fait dresser contre les murs des statues de pierre représentant les comtes et comtesses d'Artois depuis l'origine jusqu'à elle-même. Tous les visages se ressemblaient un peu, mais l'ensemble avait grand air. « Ici, monseigneur, fit constater Piquigny, nous n'avons voulu porter la main sur rien. »« Et vous avez eu tort, mon compère, » répondit Robert. Car j'aperçois en ces images une tête au moins qui me déplaît. L'ormet, une masse. Empoignant le lourd fléau d'armes que lui tendait son valet, il le fit tournoyer 3 fois et atteignit d'un coup formidable l'effigie de Mao. La statue vacilla sur son socle, et la tête, se détachant du col, alla éclater sur les dalles. Qu'il en arrive autant à la tête vivante, après que tous les alliés d'Artois auront dessus pissé à Longet, s'écria Robert. Pour qui aime briser, il ne s'agit que de commencer. La masse de fer hérissée de pointes se balançait menaçante au bras du géant. Ah, ma tante bien gueuse, vous m'avez dépouillé de l'Artois parce que celui-ci qui m'engendra... Et Robert fit voler la tête de la statue de son père, le comte Philippe. Fit la sottise de mourir avant celui-là! Et il décapita son grand-père, le comte Robert II. Et j'irai vivre parmi ces images,
que vous avez commandé pour vous faire un honneur auquel vous n'aviez pas droit? Ah bah, mes aïeux, nous recommencerons tout. Les murs tremblaient, les débris de pierre jonchaient le sol. Les barons d'Artois s'étaient tus, le souffle coupé devant cette grande fureur qui dépassait de loin leur propre violence. Comment, en vérité, comment ne pas obéir avec passion à un tel chef? Lorsqu'il eut terminé d'étêter sa race, Robert jeta la masse d'armes à travers les vitraux d'une fenêtre et dit en s'étirant « Nous voici à l'aise pour causer maintenant. Messire, mes féaux, mes compins, je veux d'abord qu'en toute ville, Prévôté et Châtellenie, que nous allons délivrer du joug de Mao, il soit inscrit les griefs que chacun a contre elle, et que le registre soit exactement tenu de ses mauvaisetés, afin d'en envoyer compte précis à son beau-fils, Messire Porte-Close, car il enferme tout dès qu'il paraît, cet homme-là, les villes, les conclaves, les trésors, à Messire Cour de l'Œil, autrement dit notre Messire Philippe le Borgne, qui se proclame régent et qui fut cause qu'on nous ôta voici 14 ans ce comté, afin qu'il puisse lui s'engraisser de la Bourgogne, que l'animal en crève, la gorge nouée dans ses tripes. Le petit Gérard Quérez, l'homme habile en procédure qui avait plaidé devant la justice royale la cause des barons artésiens, prit alors la parole et dit « Il est un grief, monseigneur, qui intéresse non seulement l'Artois, mais tout le royaume. Je gage fort qu'il ne serait pas indifférent au régent, qu'on sût comment son frère Louis X est mort. » Par diable vif, Gérard, crois-tu donc ce que je crois moi-même? As-tu preuve qu'en cette affaire aussi ma tante a poussé sa malice? Preuve, monseigneur, c'est vite dit, mais fort soupçon à coup sûr. Et qui peut être étayé par des témoignages. Je connais à Arras une dame qui s'appelle Isabelle de Ferrienne et son fils Jean, vendeurs tous deux de magisserie, qui ont fourni à certaines damoiselles d'Hirson la Béatrice. Celle-là, je vous en ferai un jour présent mes compagnons, dit Robert. Je l'ai vu à quelques reprises et je devine rien qu'à son air que c'est régal de cuisse. Les Ferriennes lui ont donc fourni, pour Madame Mao, du poison à tuer les cerfs, 2 semaines au plus avant que le roi ne trépasse. Ce qui pouvait servir pour cerf pouvait aussi bien servir pour roi. Les barons montrèrent par leur gloussement qu'ils appréciaient ce jeu de mots à leur portée. « C'était de toute manière poison pour porte-corne !» enrichit Robert. « Dieu garde l'âme de cocu de mon cousin Louis !» Les rires montèrent d'un ton. « Et cela paraît d'autant plus vrai, messire Robert, » reprit Quérez, « que la dame de Ferrienne s'est vantée l'autre année d'avoir fabriqué le philtre qui remit en accord messire Philippe, que vous appelez le Borgne, et madame Jeanne, la fille de Mao. Catin, comme sa mère! Vous avez eu bien tort, mes barons, de ne pas étouffer cette vipère quand vous la teniez à votre merci ici même l'automne dernier, dit Robert. Il me faut cette femme Ferrienne, et il me faut son fils. Veillez à les faire prendre dès que nous serons à Arras. À présent, nous allons manger, car cette journée m'a donné grand faim, qu'on tue le plus gros bœuf aux étables, et qu'on le fasse rôtir tout entier. Qu'on vide l'étang des carpes de Mao, et qu'on nous porte le vin que vous n'avez pas achevé de boire. 2 heures après, le jour étant tombé, toute cette fière compagnie était ivre à rouler. Robert envoya Lormet, qui tenait assez bien le mélange des crus, rafler en la ville avec l'aide d'une bonne escorte ce qu'il fallait de filles pour contenter l'humeur gaillarde des barons. On ne regarda point de trop près si ces femmes que l'on tirait de leur lit étaient pucelles ou mères de famille. Lormet poussa vers le château un troupeau en chemise de nuit, bêlant de frayeur. Les chambres saccagées de Mao devinrent alors le lieu d'un friand combat. Les hurlements des femmes donnaient de l'ardeur aux chevaliers qui s'empressaient à l'assaut comme s'ils avaient chargé les infidèles, rivalisaient de prouesse au déduit et s'abattaient à 3 sur le même butin. Robert tira pour lui-même par les cheveux les meilleurs morceaux, sans mettre beaucoup de façon au déshabillé. Comme il pesait plus de 200 livres, ses conquêtes en perdirent même le souffle pour crier. Pendant ce temps, le sire de Soistre, qui avait égaré son beau casque, se tenait plié, les poings sur le cœur, et vomissait comme gargouille pendant l'orage. Puis ces vaillants, l'un après l'autre, se mirent à ronfler. Il eût suffi d'un homme cette nuit-là pour égorger sans fatigue toute la noblesse d'Artois. Le lendemain, une armée aux jambes molles, aux langues empesées et aux cervelles brumeuses
se mit en chemin pour Arras. Seul Robert paraissait aussi frais qu'un brochet sorti de la rivière, ce qui lui acquit définitivement l'admiration de ses troupes. La route fut coupée de haltes, car Mao possédait dans les parages quelques autres châteaux, dont la vue réveilla le courage des barons. Mais lorsque, le jour de la Sainte-Madeleine, Robert s'installa dans Arras, en vain chercha-t-on la dame de Ferrières. Elle avait disparu. Le lombard du pape. À Lyon, les cardinaux étaient toujours enfermés. Ils avaient cru lasser le régent. Leur réclusion durait depuis 1 mois. Les 700 hommes d'armes du comte de Forez continuaient de monter la garde autour de l'église et du couvent des frères prêcheurs, et si pour respecter les formes le comte Savelli, maréchal du conclave, conservait les clés sur lui en permanence, ces clés ne servaient pas à grand-chose, puisqu'elles ne s'appliquaient qu'à des portes murées. Les cardinaux, jour après jour, transgressaient la constitution de Grégoire, et cela d'une conscience d'autant plus légère qu'on avait envers eux usé de la contrainte et de la violence. Il ne manquait pas de le dire jour après jour au comte de Forez, lorsque celui-ci montrait sa tête casquée par l'étroit orifice qui servait à passer les vivres. À quoi, jour après jour, le comte de Forez répondait qu'il était tenu de faire respecter la loi du conclave. Ce dialogue de sourds pouvait se poursuivre longtemps. Les cardinaux ne logeaient plus ensemble, comme le prescrivait la Constitution, car bien que la nef des Jacobins fût vaste, y vivre à près de 100 personnes sur de simples jonchées de paille était devenu bien vite insupportable, et d'abord par la pestilence qui se dégageait dans la chaleur de l'été. « Ce n'est pas parce que notre Seigneur est né dans une étable que son vicaire doit nécessairement être élu dans une porcherie !» disait un cardinal italien. Les prélats avaient donc débordé sur le couvent qui communiquait avec l'église et s'inscrivait dans la même enceinte. Repoussant les moines, ils s'étaient arrangés tant bien que mal à 3 par cellule ou par chambre de l'hôtellerie, laquelle se trouvait évidemment fermée aux voyageurs. Chapelains et damoiseaux occupaient les réfectoires. Le régime alimentaire décroissant n'était pas davantage observé. L'eût-il été, on n'aurait plus eu bientôt qu'une assemblée de squelettes. Les cardinaux se faisaient donc envoyer quelques gâteries de l'extérieur qu'on prétendait destinées à l'abbé et aux moines. On appliquait beaucoup d'habileté et de constance à violer le secret des délibérations. Des lettres chaque jour entraient au conclave ou en sortaient, glissées dans le pain ou entre les plats vides. L'heure des repas de la sorte devenait l'heure du courrier, et la correspondance qui prétendait régler le sort de la chrétienté était fort tachée de graisse. De tous ces manquements, le comte de Forez instruisait le régent, lequel semblait s'en féliciter. « Plus ils auront commis de fautes et d'inobservances, déclarait Philippe de Poitiers, et mieux nous serons en mesure de sévir quand nous en prendrons décision. Pour les missives, laissez-les s'acheminer, en les ouvrant au passage aussi souvent que vous le pourrez, afin de m'en révéler le contenu. » Ainsi fut-on averti de 4 candidatures qui échouèrent presque aussitôt que posées. Celle d'abord d'Arnaud Nouvel, ancien abbé de Fontfroide, dont le comte de Poitiers fit savoir clairement par Jean de Forez qu'il ne trouvait pas ce cardinal assez ami du royaume de France. Puis les candidatures de Guillaume de Mandagou, d'Arnaud de Pélagru et de Béranger Frédol l'aîné. Gascons et Provençaux se faisaient mutuellement échec. On apprit aussi que le redoutable Caetani commençait à écœurer une partie des Italiens, et jusqu'à son propre cousin Stefanecci, par la bassesse de ses intrigues et l'outrance démente de ses calomnies. N'avait-il pas suggéré d'un ton de plaisanterie, mais on savait ce que de tels propos valaient dans sa bouche, d'évoquer le diable et de s'en remettre à lui pour désigner le pape, puisque Dieu semblait renoncer à faire connaître son choix. À quoi Duez, de sa voix chuchotante, avait répondu « Ce ne serait pas la première fois, monseigneur Francesco, que Satan siégerait parmi nous. » Si Caetani demandait une chandelle, on chuchotait aussitôt qu'il en voulait fondre la cire pour procéder à un envoûtement. Les cardinaux, jusqu'alors internement inattendus, s'étaient opposés les uns aux autres pour des motifs de doctrine, de prestige ou d'intérêt. Mais à présent, d'avoir vécu ensemble tout un mois dans un espace mesuré, ils se haïssaient pour des raisons personnelles, presque des raisons physiques. Certains se négligeaient, ne se rasaient ni ne se lavaient plus, et se laissaient aller à toutes les libertés de nature. Ce n'était plus par promesse d'argent ou de bénéfices que tel candidat cherchait à gagner des voix, mais en partageant ses rations avec les gloutons, acte formellement prohibé. Alors les dénonciations couraient d'oreille à oreille.
Le Camerlingue a encore mangé 3 plats de son parti. » Si les estomacs, par ces compensations, parvenaient à peu près à se satisfaire, il n'en allait pas de même d'autres appétits. La chasteté à laquelle certains cardinaux avaient peu l'habitude de se soumettre commençait d'aigrir furieusement le caractère de quelques-uns. Une plaisanterie circulait parmi les Provençaux. « Si Dauche est prêt à tout pour faire bonne chère, à Colonne il n'est cher qui ne soit bonne affaire. » Car les 2 colonnats, l'oncle et le neveu, 2 seigneurs athlétiques et mieux bâtis pour porter la cuirasse que la soutane, traquaient les damoiseaux dans les couloirs du couvent en leur promettant une bonne absolution. On ne cessait de se jeter à la tête de vieux griefs. « Si vous n'aviez pas canonisé Célestin, si vous n'aviez pas renié Boniface, si vous n'aviez pas consenti à partir de Rome, si vous n'aviez pas condamné les Templiers !» On s'accusait mutuellement de faiblesse dans la défense de l'Église, d'ambition et de vénalité. À entendre ce que les cardinaux disaient les uns des autres, on eût cru qu'aucun d'eux ne méritait même un vicariat de campagne. Seul monseigneur Duèze semblait insensible à l'inconfort, aux intrigues et à la médisance. Depuis 2 ans, il avait tant embrouillé les choses entre ses collègues qu'il n'avait plus besoin de se mêler de rien, et pouvait laisser ses perverses machines tourner toutes seules. Frugal par nature et par habitude, la maigreur de la pitance ne le gênait nullement. Il avait choisi de partager sa cellule avec 2 cardinaux normands ralliés aux Provençaux, Nicolas de Fréauville, ancien confesseur de Philippe le Bel, et Michel du Bec, qui, trop faible pour constituer un parti, ne figurait point parmi les papables. On ne les redoutait pas, et leur installation en compagnie de Duèze ne pouvait pas prendre l'aspect d'une conjuration. D'ailleurs, Duèze voyait peu ses compagnons. À heure fixe, il se promenait dans le cloître du couvent, généralement appuyé au bras de Guccio, qui ne cessait de lui recommander « Monseigneur, ne marchez point si vite. Voyez, j'ai peine à vous suivre. Avec cette jambe roide que je garde de ma chute à Marseille, vous savez bien que vos chances, si je crois ce que j'entends, seront plus fortes à mesure qu'on vous croira plus faible. » « C'est vrai, » répondait le cardinal qui s'efforçait alors de courber le col, de fléchir le genou et de discipliner ses 72 ans. Le reste du temps, il lisait ou écrivait. Il avait pu se procurer ce qui lui était le plus nécessaire au monde, des livres, de la chandelle et du papier. Venait-on l'avertir d'une réunion dans le cœur de l'église ? Il feignait de quitter à regret sa stalle, et là, écoutant ses collègues s'injurier ou se larder de perfidie, il se contentait de souffler d'une voix à peine audible « Je prie mes frères, je prie pour que Dieu nous inspire le choix du plus digne. » Ceux qui le connaissaient de longue date le jugeaient bien changé. Il semblait fort s'adonner aux macérations et offrait à chacun l'exemple de la bienveillance et de la charité. Quand on lui en faisait la remarque, il répondait simplement, accompagnant son murmure d'un geste désabusé « L'approche de la mort. Il est grand temps de me préparer. » Il touchait à peine à l'écuelle de ses repas et la faisait porter à l'un ou à l'autre de ses rivaux. Ainsi Guccio arrivait les bras chargés auprès du Camerlingue, qui prospérait comme bœuf à l'engrais en disant « Monseigneur Duèze vous fait tenir ceci. Il vous a trouvé maigri ce matin. » Des 96 prisonniers, Guccio était l'un de ceux qui communiquaient le plus aisément avec l'extérieur. Il avait en effet pu établir rapidement une liaison avec l'agent de la banque Ptolémée à Lyon. Par ce relais s'acheminaient non seulement les lettres que Guccio envoyait à son oncle, mais aussi le courrier plus secret que Duèze destinait au régent. À ces lettres-là était épargnée la disgrâce du séjour dans les plats graisseux. Elles passaient à l'intérieur des livres indispensables aux pieuses études du cardinal. Duèze, en fait, n'avait d'autre confident que le jeune Lombard, dont l'astuce le servait chaque jour davantage. Leur sort était étroitement lié, car si l'un voulait sortir pape de ce couvent surchauffé par l'été, l'autre en désirait partir au plus tôt, et puissamment protégé afin de secourir sa belle. Guccio, toutefois, était un peu tranquillisé au sujet de Marie depuis que Ptolémée lui avait écrit qu'il veillait sur elle comme un oncle véritable. Au début de la dernière semaine de juillet, lorsque Duèze vit ses collègues bien las, bien éprouvés par la chaleur et irrémédiablement dressés les uns contre les autres, il décida de leur donner la comédie qu'il méditait et qu'il avait soigneusement mise au point avec Guccio. « Ai-je assez traîné le pied ? Ai-je assez jeûné ? Ma mine est-elle assez mauvaise ?» demanda-t-il à son damoiseau improvisé.
Et mes compères sont-ils assez dégoûtés d'eux-mêmes pour se laisser conduire à une décision de fatigue? Je le crois, monseigneur. Je crois qu'ils sont bien mûrs. Alors, il est temps, je crois, mon jeune compagnon, de faire travailler votre langue pour moi. Je vais me coucher et je ne me relèverai plus guère. Guccio commença de se répandre parmi les serviteurs des autres cardinaux en disant que monseigneur Duèze était très éprouvé, qu'il donnait des signes de maladie et qu'on devait redouter, vu son grand âge, qu'il ne sortît pas vivant de ce conclave. Le lendemain, Duèze ne parut pas à la réunion quotidienne, et les cardinaux en murmurèrent entre eux, chacun répétant les bruits que Guccio faisait courir. Le jour suivant, le cardinal Orsini, qui venait d'avoir une altercation violente avec les Colonna, rencontra Guccio et lui demanda s'il était bien vrai que monseigneur Duèze fût en si grande faiblesse. « Oh oui, monseigneur. Et vous m'en voyez l'âme toute fendue, » répondit Guccio. « Savez-vous que mon bon maître a même cessé de lire? Autant dire qu'il a peu de chemin à faire maintenant pour cesser de vivre. » Puis, de cet air d'audace naïve dont il savait jouer à propos, il ajouta « Si j'étais à votre place, monseigneur, je sais bien ce que je ferais. J'élirais monseigneur Duèze. Ainsi vous pourriez sortir enfin de ce conclave et en tenir un autre à votre guise tout aussitôt qu'il sera mort, ce qui, je vous le répète, ne saurait tarder. C'est une chance que dans une semaine vous aurez peut-être perdue. » Le soir même, Guccio aperçut Napoléon Orsini en conciliabule avec Stefanecci, Alberti de Prato et Guillaume de Longhi, tous italiens favorables à Duèze. Le lendemain, le même groupe se reforma, comme de lui-même dans le cloître, mais grossi de l'espagnol Luca de Flisco, demi-frère de Jacques II d'Aragon, et d'Arnaud de Pelagru, le chef du parti gascon. Guccio, passant auprès, entendit ce dernier prononcer « Et s'il ne meurt pas ?» « Ce serait moindre mal, » répondit l'un des Italiens, « que de rester ici 6 mois encore, comme cela nous guette si nous perdons cette occasion d'élire un moribond. » Aussitôt, Guccio fit passer une lettre pour son oncle, où il lui suggérait de racheter à la compagnie des Bardi toutes les créances que cette banque possédait sur Jacques Duèze. « Vous pourrez les obtenir sans peine à moitié de valeur, car le débiteur est donné mourant, et le prêteur vous tiendra pour folle. Achetez même à 80 livres pour le 100. L'affaire, je vous le dis, sera bonne, ou je ne suis plus votre neveu. » Il conseillait en outre à Ptolémée de venir lui-même à Lyon, au plus tôt qu'il le pourrait. Le 29 juillet, le comte de Forez fit officiellement remettre au cardinal Camerlingue une lettre du régent. Pour en entendre la lecture, Jacques Duèze consentit à quitter son grabat. Il se fit porter plus tôt qu'il ne marcha jusqu'à l'Assemblée. La lettre du comte de Poitiers était sévère. Elle détaillait tous les manquements au règlement de Grégoire. Elle rappelait la promesse de démolir les toits de l'Église, elle faisait honte aux cardinaux de leur discorde, et leur suggérait, s'ils ne pouvaient arriver à une conclusion, de conférer la tiare au plus âgé d'entre eux. Or, le plus âgé était Jacques Duèze. Quand celui-ci entendit ces mots, il agita les mains d'un geste épuisé et murmura « Le plus digne, mes frères, le plus digne, qu'iriez-vous faire d'un pasteur qui n'a plus la force de se conduire lui-même, et dont la place est plutôt au ciel, si le Seigneur veut bien l'y accueillir, qu'ici-bas ?» Il se fit ramener dans sa cellule, s'étendit sur sa couche, et se tourna vers le mur. Le surlendemain, Duèze parut retrouver un peu de force. Un affaiblissement trop constant eût éveillé les soupçons. Mais lorsque vint une recommandation du roi de Naples, qui étayait celle du comte de Poitiers, le vieillard se mit à tousser d'une manière pitoyable. Il fallait qu'il fût bien mal en point pour avoir pris froid par une si forte chaleur. Et les marchandages continuaient fermes, car toutes les espérances n'étaient pas éteintes. Mais le comte de Forez commençait à se montrer plus rude. Maintenant, il ordonnait de fouiller ostensiblement les vivres, qu'il avait d'ailleurs réduits à un service par jour, et il confisquait la correspondance ou la faisait rejeter à l'intérieur. Le 5 août, Napoléon Orsini était parvenu à rallier à Duèze le terrible Caetani lui-même, ainsi que quelques membres du parti gascon. Les Provençaux flairèrent le parfum de la victoire. On s'aperçut le 6 août que monseigneur Duèze pouvait compter sur 18 voix, c'est-à-dire 2 voix de plus que cette fameuse majorité absolue qu'en 2 ans et 3 mois, personne n'avait pu réunir. Les derniers adversaires, voyant alors que l'élection allait se faire malgré eux,
et craignant qu'ils ne soient tenus rigueur de leur obstination, se donnèrent les gants de reconnaître les hautes vertus chrétiennes du cardinal évêque de Porto et se déclarèrent prêts à lui accorder leur suffrage. Le lendemain, 7 août 1316, on décida de voter. 4 scrutateurs furent désignés. Duèze apparut, porté par Guccio et son second damoiseau. « Il ne pèse pas lourd » murmurait Guccio aux cardinaux, qui les regardaient passer et qui s'écartaient avec une déférence où se marquait déjà leur choix. Quelques minutes plus tard, Duèze était proclamé pape à l'unanimité, et ses 23 collègues lui faisaient une ovation. « Puisque vous le voulez, Seigneur, puisque vous le voulez » souffla Duèze. « De quel nom fais-tu choix » lui demanda-t-on. « Jean. Je porterai le nom de Jean. Jean 22. » Guccio se leva pour aider à se lever le chétif vieillard devenu l'autorité suprême de l'univers. « Non, mon fils, non, » dit le nouveau pape. « Je vais m'efforcer de marcher seul, puisse Dieu soutenir mes pas. » Les imbéciles crurent alors voir s'opérer un miracle, tandis que les autres comprenaient qu'ils avaient été bernés. Ils pensaient avoir voté pour un cadavre, et voilà que leur élu, fort aisément, circulait parmi eux, frétillant et frais comme une truite. Mais ils ne pouvaient encore imaginer combien il leur mènerait la vie dure pendant 18 années. Cependant, le camerlingue avait déjà brûlé dans la cheminée les papiers du vote, dont la fumée blanche annonçait au monde l'élection du pontife. Les coups de pioche, alors, commencèrent à retentir contre la maçonnerie qui murait le grand portail. Mais le comte de Forez était prudent. Dès qu'on eut dégagé assez de pierres, il se glissa lui-même dans l'embrasure. « Oui, oui, mon fils, c'est bien moi, » lui dit Duèze, qui avait rapidement trottiné jusque-là. Alors, les maçons achevèrent d'abattre le mur, les 2 vantaux furent ouverts, et le soleil, pour la première fois depuis 40 jours, pénétra dans l'église des Jacobins. Une foule nombreuse attendait sur le parvis, bourgeois et petites gens de Lyon, consuls, seigneurs, observateurs des cours étrangères, qui tous se pressèrent et s'agenouillèrent, tandis que cardinaux et conclavistes sortaient formés en procession. Un gros homme au teint olivâtre, qui se tenait au premier rang, auprès du comte de Forez, saisit le bord de la robe du nouveau pape, quand celui-ci passa devant lui et porta l'ourlet à ses lèvres. « Oncle Spinello » s'écria Guccio Baglioni, qui marchait derrière le pontife. « Ah, vous êtes l'oncle. J'aime bien votre neveu, mon fils, » dit Duèze, au gros homme agenouillé, en lui faisant signe de se relever. « Il m'a fidèlement servi, et je veux le garder auprès de moi. Embrassez-le, embrassez-le. » Le capitaine général des Lombards se redressa, et Guccio l'étreignit. « J'ai tout racheté, comme tu me l'avais dit, et à 6 pour 10, souffla Toloméi dans l'oreille de Guccio, pendant que Duèze bénissait la foule. « Ce pape nous doit maintenant quelques milliers de livres. Beau travail, mon garçon. Tu es le vrai neveu de mon sang. » Quelqu'un derrière eux faisait aussi longue figure que les cardinaux. C'était le seigneur Boccace, principal voyageur des Bardis. « Ah, tu étais donc à l'intérieur, mécréant, dit-il à Guccio. Si j'avais su cela, je n'aurais jamais vendu les créances. »« Et Marie? Où est Marie ?» demanda anxieusement Guccio à son oncle. « Ta Marie se porte bien, elle est aussi belle que tu as de malice, et si le petit Lombard qui lui enfle le ventre tient de vous deux, elle fera son chemin dans le monde. Mais va vite, va, mon garçon, tu vois bien que le Saint-Père t'appelle. » Les dettes du crime. Le régent Philippe tenait essentiellement à assister au sacre du pape afin de se poser en protecteur de la chrétienté. « L'élection de Duèze m'a coûté assez de peine et de soucis, disait-il. Il est bien juste qu'il m'aide à présent à assurer mon gouvernement. Je veux être à Lyon pour son couronnement. » Mais les nouvelles d'Artois ne laissaient pas d'être inquiétantes. Robert avait pris sans difficulté Arras, Avesnes, Thérouanne et continuait de conquérir le pays. À Paris, Charles de Valois l'appuyait en sous-main. Fidèle à son habitude tactique d'encerclement, le régent commença par travailler sur les régions limitrophes de l'Artois afin d'éviter l'extension de la révolte. Aux barons de Picardie, il écrivit pour leur rappeler leur lien de fidélité à la couronne de France, leur faisant entendre courtoisement qu'il ne tolérerait aucun manquement à leurs devoirs.
un contingent de troupes et de sergents d'armes fut réparti dans les prévôtés pour surveiller la contrée. Aux Flamands, qui se gaussaient encore, au bout d'un an écoulé de la misérable chevauchée du Hutin perdant son armée dans la boue, Philippe proposa un nouveau traité de paix à des conditions fort avantageuses pour eux. « Dans ce gâchis qu'on nous laisse à débrouiller, il faut bien perdre un peu pour sauver le tout, » expliqua le régent à ses conseillers. Bien que son gendre Jean de Fienne fût l'un des premiers lieutenants de Robert, le comte de Flandre, sentant qu'il n'aurait jamais si bonne occasion de traiter, consentit au pourparlers et demeura donc neutre dans les affaires du comté voisin. Philippe avait ainsi pratiquement fermé les portes de l'Artois. Il envoya alors Gaucher de Châtillon négocier directement avec les chefs des révoltés et les assurer des bonnes intentions de la comtesse Mao. « Entendez-moi bien, Gaucher, vous ne devez point prendre langue avec Robert, » recommanda-t-il au connétable, « car ce serait lui reconnaître les droits qu'il réclame. Nous continuons de le tenir déchu de l'Artois ainsi que mon père en a rendu jugement. Vous allez seulement pour régler le conflit qui oppose la comtesse à ses vassaux, et dans lequel Robert, à nos yeux, n'entre pour mis. »« En vérité, monseigneur, dit le connétable, vous voulez faire triompher en tout votre belle-mère. Non point, Gaucher, non point, si elle a abusé de ses droits ainsi que je le crois. Elle est fort tempérière, la dame Mao, et elle juge tout un chacun né exprès pour la servir, jusqu'au dernier liard de bourse et la dernière goutte de sueur. Je veux la paix, poursuivit le régent, et pour cela qu'il soit rendu équitablement à chacun. Nous savons que la bourgeoisie des villes reste favorable à la comtesse, parce que cette bourgeoisie est toujours en chamaille avec la noblesse, tandis que les nobles ont épousé la cause de Robert afin d'appuyer leurs griefs. Voyez donc quelles requêtes sont fondées, et tâchez à y satisfaire sans porter atteinte aux prérogatives de la couronne. Ainsi efforcez-vous de détacher les barons de notre turbulent cousin, en leur montrant qu'ils peuvent obtenir de nous, par justice, davantage que lui par violence. « Vous êtes prud'homme, monseigneur, vous êtes prud'homme assurément, dit le connétable. Je ne pensais pas qu'il me serait donné en mes vieilles années de servir avec tant d'agrément un prince si sage et qui n'a pas le tiers de mon âge. » Dans le même temps, le régent faisait prier le pape, par le comte de Forez, de retarder un peu son couronnement. Jean XXII, quelque hâte légitime qu'il eût de voir son élection consacrée, accepta fort complaisamment un délai de 2 semaines. Mais au bout des 2 semaines écoulées, les affaires d'Artois étant encore bien loin de leur règlement, et l'accord avec les Flamands ne se pouvant ratifier avant le 1er septembre, Philippe demanda par le dauphin de Viennois, cette fois, un nouveau recul de la cérémonie. Or, Jean XXII, à la surprise du régent, se montra soudain très ferme et presque brutal, en fixant irrévocablement au 5 septembre son couronnement. Il tenait à cette date pour de puissantes raisons qu'il gardait secrètes, et qui échappaient d'ailleurs au jugement commun. En effet, c'était un 5 septembre, en l'an 1300, qu'il avait été sacré évêque de Fréjus. C'était dans la première semaine de septembre 1309 que son protecteur, le roi Robert de Naples, avait été couronné. Et si un faux en écriture royale lui avait permis d'obtenir le siège épiscopal d'Avignon, c'était le 4 septembre 1310 que sa manœuvre avait réussi. Le nouveau pape avait un bon commerce avec les astres et savait se servir des conjonctions solaires pour régler les étapes de son ascension. « Si, monseigneur le régent de France et de Navarre, que tant nous aimons, fit-il répondre, se trouve empêché par les devoirs du royaume d'être à nos côtés en ce jour solennel, nous en souffrirons beaucoup. Mais alors, n'ayant plus à craindre de lui faire trop long chemin, nous irons coiffer la tiare en la ville d'Avignon. » Philippe de Poitiers signa le traité avec les Flamands dans la matinée du 1er septembre. Le 5 à l'aube, il arrivait à Lyon accompagné des comtes de Valois et de la Marche, qu'il ne voulait pas laisser à Paris hors de sa surveillance, ainsi que de Louis d'Évreux. « Vous nous avez fait marcher à un train de chevaucheurs, mon neveu, » lui dit Valois en mettant pied à terre. Ils n'eurent que le temps de revêtir les vêtements spécialement préparés pour la cérémonie et qu'avait commandé l'argentier Geoffroy de Fleury. Le régent portait une robe ouverte, d'étoffe fleur de pêcher, doublée de 226 ventres de menu vert. Charles de Valois, Louis d'Évreux, Charles de la Marche, ainsi que Philippe de Valois, qui était aussi de la fête, avaient reçu chacun en présent une robe de camocasse pareillement fourrée. Lyon, tout pavoisé, grouillait d'une foule innombrable venue pour assister au défilé.
Jean XXII arriva à la primatiale Saint-Jean à cheval, précédé par le régent de France. Toutes les cloches de la ville sonnaient à la volée. Les rênes de la monture pontificale étaient tenues d'un côté par le comte d'Évreux et de l'autre par le comte de la Marche. La monarchie française encadrait étroitement la papauté. Les cardinaux suivaient. Le chapeau rouge posé par-dessus la chape et retenu sous le menton par les brides nouées. Les mitres des évêques scintillaient au soleil. Ce fut le cardinal Orsini, descendant du patriciat romain, qui posa la tiare sur le front de Jacques de Haise, fils d'un bourgeois de Cahors. Guccio, bien placé dans la cathédrale, admirait son maître. Le petit vieillard au menton maigre, aux épaules étroites, que l'on croyait mourant 4 semaines plus tôt, supportait sans peine les lourds attributs sacerdotaux dont on le chargeait. Les rites pharaoniques de cette interminable cérémonie qui le plaçait tellement au-dessus de ses semblables et faisait de lui le symbole de la divinité, agissaient sur sa personne presque à son insu et répandaient sur ses traits une majesté imprévisible, impressionnante et plus évidente à mesure que se déroulait la liturgie. Il ne put néanmoins se défendre d'un léger sourire lorsqu'il chaussa les sandales pontificales. « Scarpinelli, il m'appelait Scarpinelli, le cardinal Petit Chausson, pensait-il. Il me faisait passer pour fils de savetier. Je les porte maintenant, les petits chaussons. Seigneur, vous m'avez mis si haut que je n'ai plus rien à désirer. Je n'ai plus qu'à m'efforcer de bien gouverner votre Église. » Cet ambitieux, à présent que toutes ses ambitions étaient exaucées, ce fourbe, dont toutes les fourberies avaient réussi, se trouvait disponible pour la perfection dans la magistrature suprême. Le même jour, des lettres de noblesse furent conférées à son frère Pierre d'Huez par le régent. La famille du pape, selon l'usage, devenait noble. Mais l'acte que Philippe de Poitiers avait dicté lui-même, s'il était destiné à honorer le Saint-Père à travers son frère, définissait aussi la pensée et l'attitude fort peu traditionnelle du jeune prince quant au droit à la noblesse. « Ce ne sont pas les biens de famille, avait-il écrit dans ses lettres, ni la richesse de fait, ni les autres attentions de la fortune, qui ont aucun titre dans le concert des qualités morales et des actions méritoires. Ce sont là des choses qu'un certain hasard accorde aux méritants comme aux imméritants, qui arrivent aussi bien aux dignes qu'aux indignes. En revanche, chacun s'établit comme fils de ses œuvres et de ses mérites propres, tandis qu'est de nulle importance d'où nous pouvons venir, si tant est que nous sachions même de qui nous venons. » Valois frémissait d'irritation en entendant de telles assertions qu'il jugeait subversives et scandaleuses. Mais le régent n'avait pas fait tant de chemin ni donné au nouveau pape de si grandes marques d'estime pour ne rien obtenir en retour. Entre ces deux hommes, que séparait un demi-siècle d'âge, « Vous êtes l'aube, monseigneur, et je suis le ponant », disait de Haise à Philippe, existaient des affinités certaines et une subtile entente. Jean XXII n'oubliait pas les promesses de Jacques de Haise, ni le régent celles du comte de Poitiers. Aussitôt que le régent aborda la question des bénéfices ecclésiastiques, dont les anates, c'est-à-dire la première annuité, devaient revenir au trésor, le nouveau pape fit apporter les pièces prêtes à la signature. Mais avant que les sceaux ne fussent apposés, Philippe eut une conversation particulière avec Charles de Valois. « Mon oncle, demanda-t-il, avez-vous à vous plaindre de moi ?»« Non, mon neveu, dit l'ex-empereur de Constantinople. Le moyen d'aller répondre à quelqu'un que le seul grief qu'on ait contre lui, c'est son existence. Alors, mon oncle, si vous n'avez pas à vous plaindre, pourquoi me desservez-vous? Je vous avais assuré, quand vous m'avez remis les clés du trésor, que les comptes ne vous seraient pas demandés, et j'ai tenu parole. Vous m'avez juré hommage et fidélité, mais vous ne tenez point votre foi, mon oncle, car vous soutenez la cause de Robert d'Artois. » Valois fit un geste de dénégation. « Vous faites mauvais calcul, poursuivit Philippe, car Robert va vous coûter fort cher. Il est impécunieux, il ne tire ressource que les revenus que lui sert le trésor, et que je viens de lui couper. C'est donc à vous qu'il va demander subside. Où les trouverez-vous, puisque vous n'avez plus les finances du royaume? Allons, ne vous crêtez point, ne devenez point rouge, ni ne vous laissez aller à des paroles grosses que vous regretteriez, car je veux votre bien. Donnez-moi l'assurance de ne plus aider Robert, et moi, de mon côté,
je m'en vais demander au Saint-Père que les anates du Valois et du Maine vous soient versées directement, et non au trésor. » Entre la haine et la cupidité, le cœur du comte de Valois fut un instant déchiré. « À combien s'élèvent ces anates ?» demanda-t-il. « De 10 ou 12 000 livres, mon oncle, car il y faut comprendre les bénéfices qui n'ont pas été perçus dans les derniers temps de mon père et pendant tout le règne de Louis. Pour Valois, toujours endetté, ces 10 ou 12 000 livres à recevoir dans l'année étaient miraculeusement bienvenus. « Vous êtes un bon neveu, qui comprenez mes besoins, » répondit-il. « Je m'en vais enjoindre à Robert de s'accommoder avec vous, et lui remontrer que s'il n'y consent, je lui ôterai mon soutien. » Philippe rentra par petites étapes, réglant différentes affaires en chemin. Il fit un dernier arrêt à Vincennes pour porter à Clémence la bénédiction du nouveau pape. « Je suis heureuse, dit la reine, que notre ami Duèze ait pris le nom de Jean, car c'est celui aussi que j'ai choisi pour mon enfant, par ce vœu que je fis durant la tempête sur la nef qui m'amena en France. » Elle semblait toujours étrangère aux problèmes du pouvoir, et uniquement occupée de ses souvenirs conjugaux ou de ses soucis de maternité. Le séjour de Vincennes convenait à sa santé. Elle avait repris beau visage, et connaissait dans l'embonpoint du 7e mois ce répit que l'on voit parfois vers la fin des grossesses difficiles. « Jean n'est guère un nom de roi pour la France, dit le régent. Nous n'avons jamais eu de Jean. »« Mon frère, je vous dis que c'est un serment que j'ai fait. »« Alors nous le respecterons. Si donc vous avez un mâle, il s'appellera Jean Ier. » Au palais de la Cité, Philippe trouva sa femme parfaitement heureuse, pouponnant le petit Louis-Philippe, qui criait de toute la force de ses 8 semaines. Mais la comtesse Mao, aussitôt qu'avertie du retour de son gendre, arriva de l'hôtel d'Artois, manches retroussées, les joues en feu, l'œil furieux. « Ah, on me trahit bien, mon fils, dès que vous n'êtes pas là. Savez-vous ce qu'est allé manœuvrer en Artois votre gueux de gaucher ?»« Gaucher est connétable, ma mère. Et voici peu, vous ne le trouviez pas gueux du tout. Que vous a-t-il donc fait ?»« Il m'a donné tort !» cria Mao. « Il m'a condamné en tout. Vos envoyés s'entendent comme compères de foire avec mes vassaux. Ils ont pris sur eux de déclarer que je ne rentrerai pas en Artois. Vous entendez bien, m'interdire dans mon comté. Avant que ne soit scellée cette mauvaise paix que j'ai refusée à Louis l'autre décembre. Et ils veulent en plus que je restitue je ne sais quelle taille que d'après eux j'aurais indûment perçu. Tout ceci me paraît équitable. Mes envoyés ont suivi bien fidèlement mes ordres, répondit calmement Philippe. La surprise laissa Mao un instant interdite, la bouche entr'ouverte, les yeux arrondis. Puis elle reprit, criant plus fort. « Équitable ! De piller mes châteaux, de prendre mes sergents, de ravager mes moissons ! Et ce sont vos ordres donc de soutenir mes ennemis ? Ah, vos ordres, voilà la belle façon dont vous me payez de tout ce que j'ai fait pour vous !» Une grosse veine violette se gonflait sur son front. « Je ne vois pas ma mère, hormis de m'avoir donné votre fille, » répliqua Philippe, « que vous ayez tant fait pour moi qu'il me faille léser mes sujets et compromettre à votre profit toute la paix du royaume. » Entre la prudence et l'emportement, Mao hésita une seconde, mais le mot employé par son gendre, « mes sujets », qui était parole de roi, la piqua comme un aiguillon, et le secret qu'elle gardait si savamment depuis 10 semaines fut rompu sur ce coup de colère. « Et d'avoir expédié ton frère outre !» dit-elle en avançant sur lui. « N'est-ce donc rien ?» Philippe n'eut pas de sursaut ni d'exclamation. Sa réaction fut d'aller clore les portes. Il verrouilla les serrures, ôta les clés et les glissa dans sa ceinture. Il n'aimait combattre qu'en arène fermée. Mao fut prise de frayeur, et plus encore quand elle aperçut le visage qu'il avait en revenant vers elle. « C'était donc vous, dit-il à mi-voix. Et ce qu'on chuchote dans le royaume est vrai. » Mao fit front, selon sa nature, qui était d'attaquer. « Et qui vouliez-vous que ce fût, mon beau-fils ? À qui croyez-vous donc devoir la grâce d'être régent et de pouvoir un jour peut-être vous approprier la couronne ? Allons, ne vous donnez point pour si naïf. Votre frère m'avait confisqué l'Artois. Valois le montait contre moi, et vous étiez à Lyon, à vous occuper du pape. Toujours ce pape qui vient en mes affaires comme Mars en carême. Ne faites pas tant le Benoît que d'aller me dire que vous regrettez Louis.
Vous n'aviez guère de tendresse pour lui, vous vous sentez bien aise que je vous ai fourni toute chose de sa place, en assaisonnant un peu ses dragées, et sans qu'il en coûte rien à votre conscience. Mais je n'attendais pas, moi, de vous trouver à mon endroit plus mal disposé que lui. » Philippe s'était assis, avait croisé ses longues mains et réfléchissait. « Il fallait bien en arriver là un jour ou l'autre, » pensait Mao. « Dans un sens, c'est peut-être un bien. Je le tiens à présent. »« Jeanne sait ?» demanda soudain Philippe. « Elle ne sait rien. »« Qui sait alors en dehors de vous ? » ?»« Béatrice, mademoiselle de Parage. »« C'est trop, » dit Philippe. « Ah, ne touchez pas à celle-là !» s'écria Mao. « Elle a puissante famille. »« Certes, une famille qui vous a fait bien aimer en Artois. Et hormis cette Béatrice, qui vous a fourni l'assaisonnement que vous appelez cela ? Une magicienne d'Arras, que je n'ai jamais vue, mais que Béatrice connaît. J'ai feint de vouloir me débarrasser des cerfs qui infestaient mon parc. J'ai pris soin, d'ailleurs, d'en faire crever beaucoup. »« Il faudrait rechercher cette femme, » dit Philippe. « Comprenez-vous maintenant, reprit Mao, que vous ne pouvez point m'abandonner ? Car si l'on croit que vous me laissez sans appui, mes ennemis vont reprendre courage, les calomnies redoublées. »« Les médisances, ma mère, les médisances, » rectifia Philippe. « Et si l'on m'accuse de ce que vous savez, le poing retombera sur vous, car on ne manquera pas de dire que je l'ai fait pour votre avantage, ce qui est vrai, et beaucoup penseront que j'ai agi sur votre ordre même. Je sais, ma mère, je sais. Je viens déjà de penser à tout cela. Songez, Philippe, que j'ai risqué le salut de mon âme à cette entreprise. Ne soyez pas ingrat. » Philippe eut un ricanement bref, suivi d'un aussi bref éclat de colère. « Ah, c'en est trop, ma mère ! Allez vous demander bientôt que je vous vienne baiser les pieds pour avoir empoisonné mon frère. Si j'avais su que la régence était à ce prix, je ne l'eusse certes pas accepté. Je réprouve le meurtre. Il n'est jamais besoin de tuer pour venir à ses fins. C'est là moyen de mauvaise politique. Et je vous ordonne aussi longtemps que je serai votre suzerain de n'en plus user. » Un moment, il eut la tentation de l'honnêteté. Réunir le conseil des pairs, dénoncer le crime, demander le châtiment. Mao, qui le devina agité par ses pensées, passa de pénibles instants. Mais Philippe ne s'abandonnait guère à ses impulsions, même vertueuses. Agir comme il l'imaginait, c'était jeter le discrédit sur sa femme et sur lui-même. Et de quelles accusations Mao, pour se défendre, ou pour perdre avec elle qui ne l'aurait pas défendu, ne serait-elle pas capable ? Les querelles renaîtraient forcément autour des règlements de régence. Philippe avait déjà trop fait pour le royaume et trop rêvé à ce qu'il allait faire pour courir le risque d'être privé du pouvoir. Son frère Louis, à tout prendre, avait été un mauvais roi et de surcroît un assassin. Peut-être était-ce la volonté de la Providence que de punir le meurtrier par le meurtre et de remettre la France en meilleures mains. « Dieu vous jugera, ma mère, Dieu vous jugera, dit-il. Je voudrais éviter seulement que les flammes de l'enfer ne commencent, à cause de vous, de nous lécher tous en notre vivant. Il me faut donc payer les dettes de votre crime. Et ne pouvant vous mettre en geôle, je suis forcé en effet de vous soutenir. Votre machination était bien combinée. Messire Gaucher recevra dès après-demain d'autres instructions. Je ne vous cache pas qu'elle me pèse. » Mao voulut l'embrasser, il la repoussa. « Mais sachez bien, dit-il, que désormais mes plats seront goûtés 3 fois, et qu'à la première douleur d'estomac qui me pointe un peu, vos heures à vivre sont repetitement comptées. Priez donc pour ma santé. » Mao baissa le front. « Je vous servirai tant, mon fils, dit-elle, que vous finirez par me rendre votre amour.